Alors, donc merci d'être avec nous, Landry. Pourriez-vous vous présenter tout d'abord et nous expliquer de manière simple en quoi consistait votre rôle dans l'organisation des JO à Paris en 2024? Je m'appelle Landry Richard, je suis le président de l'entreprise Seven, qui est un cabinet de conseil en sécurité. Et j'ai été le Venue Security Manager du site des Invalides pendant Paris 2024. D'accord, très bien. Et à quel moment vous avez été impliqué dans les JO? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on se met en ordre de marche sur un tel projet quand on est recruté pour travailler pour un tel événement? En ce qui me concerne, l'implication, elle a commencé un an avant les Jeux Olympiques, avec un recrutement qui a été fait sur un appel à volontaires pour intégrer la direction de la sécurité des Jeux. Et j'ai été séduit par cet appel qui a été fait par, à l'époque, le directeur de la sécurité des sites, qui était un collègue dans ma vie précédente à l'autorité des marchés financiers et qui m'a happé dans son équipe. Un an avant, il y avait déjà 80 collaborateurs au sein de la direction de la sécurité des Jeux Olympiques qui planchaient pour certains depuis 5 ans déjà, depuis l'annonce de la candidature, hein, sur comment sécuriser une aventure pareille. Et pour aller dans la continuité de comment on s'implique là-dedans, c'est-à-dire qu'on prend conscience euh, un an avant, en ce qui me concerne, qu'on intègre une direction qui va sécuriser rien de moins que le plus grand événement du monde. Et à ce titre, c'est quand même un saut dans le vide, parce que personne avant n'avait jamais fait ce que nous avons fait nous. C'est très prétentieux de le dire comme ça. Pour autant, étant donné, et on va y venir, la complexité, la diversité des sites, le fait d'avoir des sites temporaires, une cérémonie d'ouverture aussi extraordinaire dans sa conception, dans sa pensée, c'est effectivement un saut dans un grand bain qui est effrayante au départ. Mm. Effectivement, on imagine. Et comment vous avez donc recruté une équipe, formé des personnes, encadré du personnel de sécurité? Comment vous avez fait pour faire tout ça en un an, puisqu'effectivement, comme vous le dites, certaines personnes étaient déjà onboardées dans le projet depuis 5 ans. Ouais, il y a plusieurs étapes qui se sont faites. Si on part de l'étape de conception d'il y a 5 ans, là on a une équipe qui s'est structurée avec une réflexion stratégique qui a abordé les champs périmétriques de la sécurité de l'événement. Je parle que de la sécurité hein, sur ce coup-là. Et puis un an avant, on est entré dans le caractère opérationnel. Donc c'est là que la direction de la sécurité s'est vraiment staffée à travers je dirais le recrutement de ceux qui, comme moi, allaient être en direction de chacun des sites. On a tous été mis dans l'immeuble de Pulse à Saint-Denis, qui a été le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et le management de la sécurité des Jeux a fait que on a appris à travailler ensemble. Et ensemble, on a commencé à réfléchir à la conception sécuritaire à partir de bases faites sur plan, donc dans ce travail en équipe avec nos architectes qui nous ont fourni les plans des sites, chacun à sa place, mais chacun ensemble sur une réflexion commune. C'est-à-dire que toute l'ingénierie de sécurité s'est faite de manière harmonisée et commune pour que nous ayons tous absolument le même discours à partir d'un point central qui était il ne doit rien se passer pendant ces Jeux. On a pu s'inspirer de tout l'historique de ce qu'on avait pu connaître. Je pense à l'attentat qui a eu lieu sur les Jeux d'Atlanta, par exemple, hein, en disant comment nous on va faire pour que tout cela n'arrive pas. Et les premières étapes ont été de dire bon, voilà les plans, voilà les lieux, voilà le contexte géopolitique. Je rappelle qu'on était après le 7 octobre hein, et ce qui s'est passé en Israël. On est en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. On est finalement dans un contexte géopolitique qui est terrible, avec une menace attentat sur le territoire national qui est au plus élevé, avec là encore, je crois que c'est au mois de février, une attaque au couteau sur le pont de l'Alma, une attaque gare Montparnasse. Enfin finalement, on est dans un contexte général où on se dit on va faire quelque chose de très complexe. On est sur des sites en extérieur. On est sur
une multiplicité des sites en plein cœur de Paris. On connaît le contexte compliqué de la sécurité privée de manière générale, puisqu'on a aussi cette expérience des Jeux de Londres qui se sont pris 60% de no-show parmi les prestataires de sécurité privée et où l'État a dû compenser la défaillance de la sécurité privée en dernière minute. Donc là, en fait, toutes ces données en fait, ont pour nous été essentielles pour prévoir, pour anticiper toutes les problématiques auxquelles on allait devoir faire face. Et toute cette ingénierie, on l'a produite à travers nos analyses de risque pour pouvoir derrière faire nos prescriptions. Et on s'est mis en vase clos, dans des pièces, un peu comme celle-là, où tous ensemble, tous les directeurs de sécurité des sites et nos collaborateurs se sont dit, bon, ok, c'est horrible de le dire comme ça, mais ok, on est un groupe terroriste, on est malveillant, on va essayer de prévoir et de programmer un attentat, ou une attaque, ou quelque chose, et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour penser ça? Nous avons tous été recrutés parce que nous avons un savoir, une connaissance et une expérience sur ces sujets sécuritaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé là non plus par hasard. Si on a été sélectionné, c'est parce qu'on a aussi ce regard, cette capacité anticipationnelle et ce talent en termes d'ingénierie de sécurité. Et tous ces scénarios, tous ceux à quoi on aurait pu penser, eh bien, on les a mis sur le papier, on les a confrontés, et on s'est dit, ok, comment on fait face à ça? Comment on anticipe? Un commando terroriste qui s'amuserait à louer un appartement 6 mois avant sur l'esplanade des Invalides et qui va charger d'explosifs, de mitrailleuses, et voilà, comment on gère ça? La voiture bélier, le machin, le truc. Mais c'est aussi les activistes, la politique, les revendications, tout ce qu'on peut imaginer en termes de risque, on a tout anticipé, on a tout envisagé, et à chaque fois, on a répondu derrière avec une prescription. C'est-à-dire comment, en gérant de l'intérieur, nous, comité d'organisation des Jeux Olympiques, on peut faire face à ce qui pourrait nous arriver. Ça, c'est l'intérieur de notre champ périmétrique, ce qui était de la responsabilité du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis derrière, tous ces scénarios, toutes ces options de réponse opérationnelle, on les a systématiquement, de façon hebdomadaire, présentées et soutenues à la préfecture de police. Pour que ce lien, qui a été essentiel et très fort entre les services de sécurité publique et la sécurité privée, crée cette coproduction de sécurité qui au final a payé, puisqu'on a eu une harmonie absolument parfaite entre les services de l'État et la sécurité privée, que ce soit l'organisateur ou les sociétés prestataires. Et l'État, dans son champ périmétrique, a proposé un principe de réponse en ceinturant la sécurisation de l'arrivée vers les sites. Et nous, dans notre champ périmétrique, eh bien, on a pu aussi mettre nos moyens de réponse à nous. Combien d'agents étaient mobilisés pour assurer la sécurité? Vous avez une idée de... Entre 20 et 40 000 selon les temps forts, mais au plus haut niveau, on était à 40 000. Et combien de scénarios vous avez désignés? Je serais incapable de répondre à cette question. 1000? Parce que c'est fou. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de scénarios où les choses peuvent passer mal et c'est très... Chaque lieu, chaque structure de gouvernance est différente, donc il faut s'adapter. Donc, nous ne peuvent pas aussi s'appuyer sur le passé. S'il y a un playbook, par exemple, qui a été créé par l'autre pays, vous ne pouvez pas juste copier-coller le même playbook. Alors si le CIO, vous allez le voir, si vous avez la chance d'obtenir les jeux, le CIO va vous donner un cahier des charges. D'accord. C'est-à-dire, vous allez être audité très régulièrement à travers ce cahier des charges d'obligations sécuritaires qui seront à mettre en œuvre. Ça, c'est bien. En revanche, il y a l'adaptation au terrain, puisque ce qui se passerait en Inde serait forcément différent de ce qui se passe à Paris. Le risque n'est pas le même, le territoire est différent, la culture l'est aussi. Et à ce titre, quand le CIO auditera votre réponse sécuritaire, il le fera eu égard au contexte géopolitique international et aux spécificités du terrain. Alors c'est très difficile de transférer ce book de scénarii d'un pays à l'autre. En revanche,
ce qui est transférable, c'est la manière, la méthode. Mm. C'est-à-dire de travailler en amont. Un an avant, c'est sans doute le bon format. Et puis de se dire, ok, étant donné le contexte géopolitique international, étant donné notre situation, faisons notre analyse des risques et derrière faisons nos prescriptions. Parce qu'il faudra à chaque fois les adapter. Et vous avez travaillé avec les équipes des JO de Tokyo, Londres, etc. Oui. Pour avoir justement des retours d'expérience sur les Jeux. Effectivement, moi je l'ai découvert en arrivant, c'est un monde que je ne connaissais pas. Et il y a une population qu'on appelle avec beaucoup de tendresse les Game Gypsies, qui sont, qui sont ces gens qui travaillent de jeu à l'autre et qui ont déjà, pour ceux de Paris 2024, intégré les équipes de Milan-Cortina pour les Jeux d'hiver, qui vont se positionner pour Alpes 2030. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont cette vie de jeu et qui ne font que travailler pour les différents jeux. C'est un atout majeur parce que ça nous permet de nous appuyer sur des savoir-faire et des compétences qui effectivement nous ont permis de gagner énormément de temps. Ok, Et du coup, c'est intéressant. sur les différents scénarios, pareil, vous en aviez étudié des dizaines, voire des milliers. Tout ce qui est aspect de nouvelles technologies également, parce que je me souviens en pré-JO, on parlait beaucoup d'attaques de drones, de nouvelles en fait, possibilités d'attaques. Comment vous avez réussi à intégrer ça sur des attaques qui en fait n'ont encore jamais existé, mais justement avec l'avancée technologique, l'IA, comment on essaie sur le terrain après de s'adapter à des scénarios qui sont même pas encore peut-être imaginés? Alors, il faut bien dissocier les périmètres de chacun. Tout ce qui était voie publique et extérieur des sites était sous contrôle de l'État. Donc là, nous, on avait un regard qui était assez distant, même si nous étions impliqués dans le cadre des réunions avec la préfecture de police. On savait ce qui se passait, pour autant, ce n'était pas dans notre périmètre à nous. Le ciel et la voie publique étaient gardés par l'État. Donc nous savions et nous avions la certitude que aucun drone ne pourrait survoler Paris pendant les Jeux, ou alors pas longtemps. Alors on l'a testé, hein. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a mis en œuvre. Allez, c'était quoi, au mois de juin, où les services de l'État ont simulé des attaques de drones sur les sites pour voir comment eux peuvent les détruire à distance. On a fait ces tests-là. Et on a vu la redoutable efficacité d'ailleurs du système. Mais moi j'ai été fasciné par les capacités technologiques dont on dispose pour tuer un drone dans l'air, quoi. C'est incroyable. Pardon. Alors je ne parle que des drones, mais on peut parler des cyberattaques. On a vécu plusieurs millions de cyberattaques par jour pendant toute la période des Jeux. C'est quelque chose de complètement extraordinaire. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'était pas dans notre partie à nous, service direction de la sécurité, puisqu'on avait une direction dédiée à la cyberdéfense, mais on parle de plusieurs millions d'attaques par jour. C'est incroyable. Incroyable par jour. Et on a tout paré. On n'a jamais été victime de Sauf avant, je pense, un jour avant, il y a eu un problème avec le train. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a effectivement eu, aujourd'hui, on l'a acquis comme ça, mais il s'agit d'une attaque malveillante sur les réseaux de transport. Bon, là, c'était à l'extérieur, et je crois qu'on était dans le secteur lyonnais, semble-t-il. Il y en a eu dans l'est de la France. Mais bon, heureusement, ça n'a pas touché les sites olympiques. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de spectateurs de la cérémonie d'ouverture qui n'ont pas pu arriver à temps parce que bloqués sur les réseaux de transport. Donc là, c'était des attaques envers la SNCF. Hein, Bon. Ça arrive. Il y avait un autre scénario qu'on n'a peut-être pas anticipé, c'était l'instabilité politique. Est-ce que ça vous a fait entamer une gestion de crise ou quelque chose comme ça, où il fallait anticiper d'autres scénarios auxquels vous n'avez pas pensé au départ Ça a forcément été une source d'émoi pour nous, cette dissolution. Pour autant, il y a eu une continuité dans la gouvernance de l'État, puisque les ministres démissionnaires étaient malgré tout en fonction, et opérationnellement ça n'a rien changé pour nous, puisque le gouvernement n'ayant pas été renouvelé pendant la période des Jeux, tout le monde a tenu sa position. Ça a été une crainte, effectivement, parce que quand on voit le travail qu'on a pu faire avec le ministre de l'Intérieur, notamment, on s'est inquiété. Vous savez, quand un nouveau ministre de l'Intérieur arrive, il n'est pas rare que le préfet de police change également, que les équipes changent également,
Pour autant, là, tout s'est maintenu, et heureusement, puisque tout le travail qui a été fait de façon préparatoire a pu être maintenu dans sa continuité. Mais c'est vrai, vous avez raison, les crises politiques sont forcément potentiellement déstabilisantes sur l'organisation d'un tel événement. Et justement, avec tous ces enjeux et ce contexte compliqué, est-ce qu'on peut prioriser? Est-ce qu'il y a des grands défis, des grands challenges sur lesquels on se dit que il faut mettre la priorité? Parce que j'imagine que tout est prioritaire dans la sécurité. On ne peut rien laisser de côté. Exactement. Alors je réponds non. On ne peut rien prioriser. Et vous savez, la sécurité, c'est une chaîne dont la solidité est celle de son maillon le plus faible. Vous pouvez mettre en place des chars d'assaut à la périphérie de vos sites si vous avez un agent de sécurité privé qui est un infiltré, que vous n'avez pas vu, qui entre et qui vous fait une attaque à l'intérieur de votre site, vos chars d'assaut ne serviront à rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut être source de malveillance, et qu'à ce titre, tout doit être anticipé dans la capacité de réponse opérationnelle. C'est-à-dire que non, on ne peut rien prioriser. Voilà. Bah, effectivement. Et est-ce que vous avez utilisé des solutions technologiques particulières pour ces JO que vous avez mis en place et qui étaient innovantes pour que tout se passe bien? Oui, en termes d'innovation, alors on a eu recours dès la cérémonie d'ouverture à une solution qui est le portique Evolve Express, le portique Express Evolve, pardon, qui est une solution qui nous a permis, là encore, d'aller vers quelque chose d'assez nouveau dans l'absorption des spectateurs, puisque c'est un portique qui a vocation à détecter les masses métalliques. Et donc ça nous a permis de faire des entrées fluidifiées de spectateurs très rapidement, sans avoir à faire de la palpation systématique sur chacun des spectateurs. Cet outil est capable de voir les masses métalliques suspectes dans sa programmation, c'est-à-dire si vous portez une arme, si vous portez un couteau, l'outil va le voir et va alerter l'agent qui est en pilotage de sa tablette, sans pour autant savoir faire la différence entre est-ce que vous transportez un fer à repasser ou un revolver, hein, je le dis en plaisantant, mais du coup si une masse métallique est détectée, l'agent va vous envoyer vers la palpation. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire systématiquement. Si vous êtes en short t-shirt, vous allez pouvoir passer parce que l'outil n'a rien vu. Mais ça nous a permis, nous, de faire entrer 4000 spectateurs en 1 heure sur les sites, quoi. Et ça a amélioré et l'expérience spectateur, parce que ça c'est très important, la sécurité ayant aussi un rôle dans l'expérience spectateur. C'est aussi pour ça qu'on a eu tant de réussite sur ces Jeux de Paris 2024, parce que les gens étaient plutôt ravis. Mais ça a aussi l'effet inverse, d'avoir un tas de gens qui nous ont dit « Punaise, on est entré là-dedans sans être fouillé ». Alors que nous, on avait pu faire cette prédétection grâce à l'outil. Sur la sensation de sécurité, il y a un sujet. Mais voilà, ça ce sont les technologies avant-gardistes. L'autre outil qui a été pour nous phénoménal, je le dis avec le cœur, c'est la solution que nous a fournie Thales avec la Smart Digital Platform. Alors ça a été un outil absolument fascinant qui nous a permis de cartographier en 3D l'ensemble des sites olympiques et de positionner sur cette cartographie qu'on a pu manipuler. Alors on serait écrit dans un film du futur, vraiment, hein. Vous êtes sur votre écran, vous pouvez avoir votre site, que vous regardez en long, en large, en travers, par au-dessus, par en dessous. Et Thales a pu implémenter sur ces cartographies les réseaux électriques, les réseaux gaz, la position des poubelles, la position des cuisines, enfin vraiment tout ce qu'on peut trouver sur les sites, et d'y positionner, et ça c'était le travail qu'on a fait derrière dans nos réponses opérationnelles, la vidéosurveillance avec des champs caméra à 360 avec une vue complète de l'ensemble de nos sites, si bien que, je vous donne un exemple, une personne fait un malaise à tel endroit sur le site, on a l'information au PC sécurité, on clique sur l'outil, tac, toutes les caméras qui donnent sur cet endroit nous donnent un écran visu sur tout ce qui est en train de se passer à l'endroit précis où on nous a signalé un problème.
Et l'outil est capable de nous dire, attention, là vous avez un point sensible, puisqu'on a je sais pas, un générateur électrique qui se passe là. Et il y a aussi un côté prédictif qui nous permet de dire, attention, alerte, là, il se passe quelque chose par ici. De plus, l'outil est équipé d'intelligence artificielle et a été capable de nous signaler les comportements suspects, parfois de spectateurs qui s'approchaient un peu trop des zones du back-of-house. Quelqu'un qui restait plus d'une quinzaine de secondes, je ne sais plus, à proximité d'une barrière périmétrique, tac, ça nous envoyait un pop-up dans le PC sécurité en disant attention, il se passe quelque chose ici. Donc nous, c'est des alertes comme ça qui nous permettaient à chaque fois d'aller activer les caméras spécifiques sur des zones particulières et encore une fois d'avoir cette vue 360 et sur la cartographie et sur la vidéo, et en plus d'implémenter une main courante qui était pour nous le suivi général au sein des PC sécurité sur les sites, mais qui était en reporting sur le GSCC, donc le Game Security Command Center à Saint-Denis, qui voyait vraiment en pilotage l'ensemble de ce qui se passait sur les sites. Donc Thales a fourni cet outil qui est tout à fait fantastique, qui pour nous vraiment a été assez merveilleux. Voilà. C'est assez fascinant d'entrer dans les coulisses des Jeux Olympiques comme ça, parce que c'est des choses, on se doute pas en tant que spectateur et de personnes que tout ça se passait effectivement avec toutes les caméras partout, les détections. Et ben, j'y reviens, c'est l'expérience spectateur. Oui, c'est ça. Ce qui fait que... Alors vous savez, il y a eu énormément de bashing sur les Jeux de Paris 2024, vous le savez aussi bien que moi. Tout le monde y est allé de son commentaire, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la tenue des Jeux. On a eu droit à c'est une folie criminelle, cette cérémonie d'ouverture. On n'arrivera pas à circuler dans Paris. Et puis le dernier truc, c'était les Jeux paralympiques, vous n'aurez personne en tribune. Au final, la cérémonie d'ouverture, c'était une merveille. Les gens ont un peu attendu, certes, parce que nous avions plusieurs niveaux de filtrage de sécurité par les forces de l'ordre, pour que tous les gens qui arrivent sur nos sites repassent un deuxième filtrage avec la certitude qu'il n'y avait pas d'objets dangereux. Ok, vous avez attendu quoi, 1 heure, 1 heure et demie, c'est la même chose que quand vous allez à Disneyland. Vous rentrez à Disney, c'est pareil. Au final, sur les sites, marcher, circuler dans Paris pendant les Jeux, ça a été particulièrement agréable. Alors certains disaient qu'on se serait cru au Luxembourg ou à Monaco parce qu'il y avait un policier tous les 10 mètres. Ok, ok, mais bon, c'était quand même super agréable. Et puis au final, on a vendu 100% de la billetterie pendant les Jeux paralympiques. Cette expérience spectateur a été le fruit, sans doute, de la mise en œuvre de ce champ sécuritaire, tant dans le respect d'un cadre légal que de celui du spectateur. C'est assez délicat dans une république comme la France, qui a sans doute la réglementation la plus draconienne en termes de respect des droits individuels, de mettre en œuvre un système de vidéosurveillance de détection des comportements aussi poussés, tout en respectant la réglementation RGPD, sous contrôle de la CNIL à chaque fois, et pour la sécurité privée de ce que nous impose le CNAPS. Alors pourtant on l'a fait, et au final, chacun pourra dire, je ne sais pas si vous avez la chance d'être allé sur nos sites, et de dire voilà, tout s'est parfaitement bien passé. Voilà. Aussi, effectivement. D'être parti. C'est tous les Parisiens qui ont dit que je quitte Paris pendant les Jeux, mais tout le monde l'a regretté, effectivement, hein, bien sûr. C'est ça. Non, c'était hyper agréable, hein. C'était une période... J'ai jamais vu le RRB aussi bien roulé de ma vie. Vraiment, c'était... C'est vrai. Ouais. Là, je le regrette, là. Et justement, on parlait du bashing, etc., qu'il y avait eu autour des Jeux Olympiques. Et ça m'a fait penser à l'avant des Jeux. Comment, en tant qu'organisateur des Jeux, donc il y a toute la partie amont, et puis il y a le pendant, qui se déroule en 2 phases. Comment est-ce qu'on appréhende ces deux parties, et puis comment on fait pour à la fois se préparer, et puis qu'est-ce qui se passe une fois que ça y est, c'est commencé, que ce soit pour les Olympiques ou les Paralympiques.
Vous parlez spécifiquement du bashing Non, pas du tout. Non. En fait, le bashing me faisait penser à l'avant, parce que je trouvais que, avant les jeux, il y avait quand même beaucoup de personnes qui disaient, comme tous les Parisiens, on quitte Paris, niveau Ouais. sécurité, on n'est pas sûr de comment ça va se passer, etc. L'idée de ma question, c'est pas du tout de revenir sur le bashing, hein. C'était juste parce que ça m'a fait penser en fait à toute la période de préparation versus la période de conduite. Ouais. de conduite. Donc en fait, comment est-ce que ça se passe, la préparation et puis ensuite la conduite, puisque ça doit être deux rythmes complètement différents. Bah, je vais être très honnête avec vous, c'est-à-dire que pendant toute la phase de préparation, on a tendu le dos. On était peut-être pas si sûr de nous que ça, même si on avait confiance en nos capacités à anticiper, à prévoir. Dans nos équipes, en fait, on a pris soin. Vous savez, on avait 200 prestataires de sécurité privée. Ça aussi, ça a été une technique qui a été le fruit de l'enseignement de Londres pour éviter le no-show. Ça a été la grande peur de Paris 2024, d'avoir un no-show qui allait nous contraindre à passer par les forces étatiques pour tenir nos sites. Imaginez comment l'expérience spectateur elle aurait pu être altérée. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui doit inspirer l'Inde. Mais quand vous avez des militaires en armes à l'entrée des sites, quand vous avez des agents de sécurité privée, c'est pas la même perception. Et c'est ce qui s'est passé à Londres et ça a créé une forme d'émoi en tout cas qui a été plutôt désagréable. Cette crainte-là, on l'a anticipée en travaillant une multiplicité de prestataires qui allaient nous prémunir du no-show à travers avec 200 prestataires. Je dirais, si on avait 20% de défaillance, là, c'était pas grave. On a eu cette possibilité à travers des budgets suffisamment fournis, notamment pour la sécurité. Hein. Je ne dis pas que nous étions nos limites, mais la France a quand même eu un regard plutôt facilitant sur ce sujet-là. Et le COJO ne nous a pas embêtés sur la partie budgétaire, enfin en tout cas pas trop embêtés sur la partie budgétaire sécurité, même si on a été challengé et c'est normal. Il s'agissait pas de faire n'importe quoi. On a très légèrement surstaffé nos besoins. Sur un besoin à 100%, on l'a mis à 115%. Et au final, on a eu raison, puisque avec ces 20% de nos shows, qui sont la réalité de ce qui s'est passé sur la conduite, on a réussi à tenir avec un 90% de présence des effectifs. Ça, c'est la phase préparatoire. Maintenant, pour ce qui est du départ, du commencement, je dis toujours en rigolant, mais jusqu'à ce que Céline Dion chante sur la Tour Eiffel, si un jour, jusqu'à ce moment-là, on était comme ça, on avait peur. On ne se demandait pas, va-t-il se passer quelque chose, mais on se demandait, qu'est-ce qui va se passer, où et comment. On avait la quasi-certitude que quelque chose allait se passer, un attentat, une attaque au couteau, et il ne s'est rien passé. Voilà, et quand Céline Dion a eu fini de chanter, voilà, ça y est, on a dit c'est parti, ça commence. S'il ne s'est rien passé pendant les cérémonies d'ouverture, il ne se passera sans doute pas grand-chose pendant la conduite opérationnelle des Jeux. Et effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant la conduite opérationnelle des Jeux. Il y a eu des événements, il s'est passé des choses. Mais voilà, tout ce que nous avions prévu en termes de réponse opérationnelle nous a permis de faire face aux attaques que nous avons subies. Et justement, dans la conduite opérationnelle des Jeux, j'imagine que vous étiez un comité, vous vous réunissiez. Quelles étaient vos méthodes de communication pour pouvoir travailler efficacement entre les différents services? L'ensemble du service de sécurité était géré par le Game Security Command Center. Donc là, on est sur un PC sécurité global qui a la vision sur l'ensemble des sites de compétition et de non-compétition. Alors, faut bien avoir en tête aussi que des Jeux Olympiques, c'est un peu comme une Coupe du Monde, mais x40. C'est-à-dire fois le nombre de sites olympiques. C'est incroyable, c'est complètement extraordinaire en gestion. Parce qu'autant, on avait aussi l'expérience de la Coupe du Monde de rugby qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. On se dit c'est quand même compliqué de gérer la sécurité d'une Coupe du Monde, puis en fait pas tant que ça, quand on le voit après, quand on le fait 40 fois en même temps. Enfin, quand je dis en même temps, c'est chaque jour pareil, pendant 2 semaines. C'est complètement hallucinant.
Alors le Game Security Command Center a ce rôle-là, d'être le support gestionnaire de l'ensemble de ces sites, mais le management de la sécurité, de la direction de la sécurité des Jeux de Paris 2024 a fait qu'il y a eu une forme de délégation avec chaque site qui a son directeur sécurité, son Venue Security Command Center, qui est en lead et qui a l'ensemble du pouvoir, quelque part, sur la sécurité de son site. Dans chaque Venue Security Command Center, on va retrouver le Venue Security Manager, son adjoint, mais également un représentant de la préfecture, un représentant de la police, un représentant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, un représentant du SAMU. Enfin, voilà. En fait, chaque site a son PC sécurité propre et est autonome dans sa manière de gérer et son déploiement opérationnel et sa réponse en cas de problématique. Et ça, en fait, ça a été un maillage qui nous a permis de tout assumer sans saturer une entité centrale qui n'a eu en réalité qu'un rôle de recueil des informations tous les soirs, en reporting de voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, vers la préfecture de police. Et je dirais la magie organisationnelle, elle a opéré comme ça. C'est en déléguant, sans quoi ça aurait été complètement impossible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on peut. Je pense qu'on peut passer sur le côté RH. Oui, bah ça y est. Hein. On a posé les Recruter. questions. Non, je pense qu'on a une question par rapport à comment vous avez recruté, formé, encadré tous les personnels, que 40 000. Donc c'est un grand nombre. Donc comment vous avez... Ouais, Vous alors, avez fait tous les entretiens d'embauche personnellement? alors il faut dissocier la direction de la sécurité des Jeux Olympiques, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, les polos bleus, puisque nous avions des codes couleurs Ouais. sur les uniformes, vous avez vu ça, avec les polos bleus étant les salariés du comité d'organisation des Jeux Olympiques, les polos verts étaient les volontaires, qui n'ont d'aucune façon été impliqués dans la sécurisation, puisque pour nous ils faisaient partie des populations à risque. On avait, là on se le dit entre nous après les Jeux, mais nous avions plus de craintes de mouvements protestataires politiques que de risques terroristes en réalité. Et les populations volontaires, pour nous, étaient une source d'inquiétude dans la mesure où il était possible d'infiltrer l'organisation des Jeux par ce biais-là. Bon, pour autant, il ne s'est rien passé et tant mieux. Mais la sécurité n'a été confiée qu'aux salariés du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et puis derrière, il a fallu recruter les agents de sécurité privés. Donc là, on était sur un principe d'achat de prestations de sécurité privée dans le cadre légal qui se pratique en France. Et on a lancé des appels d'offres sur lesquels les sociétés se positionnaient sur différents lots, sur différents sites. Donc on a pris soin, site par site, de bien attribuer des lots différents à plusieurs sociétés de sécurité privée. Sur notre site des Invalides, on avait 10 prestataires de sécurité privée différents. Là encore, en cas de défaillance d'un des prestataires, et ça nous est arrivé, eh bien, les autres sociétés pouvaient surstaffer en prenant les lots défaillants. On n'avait pas de regard sur comment les sociétés recrutaient leurs agents. Pour autant, et ça a été un choix stratégique aussi, plusieurs mois avant, nos équipes allaient régulièrement rencontrer ces sociétés à leur siège. On les invitait au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et on a appris à faire connaissance, à vraiment créer du lien, en allant parfois même assez loin dans cette relation qui est presque devenue amicale, vous savez, parce que quand vous faites travailler des agents de sécurité privée, vous avez tout intérêt à ce qu'ils aient envie de travailler pour vous et avec vous dans une forme d'amitié professionnelle qui fait que quand ils viennent travailler, ils ont envie de le faire bien. Si bien que sur les sites, vous savez, c'est pas grand-chose, mais on a essayé d'anticiper en amont les transports. Donc en donnant des débuts de vacations en correspondance avec les heures de démarrage du métro. Idem pour les fins. L'anticipation de comment les agents allaient pouvoir manger sur place. Parce que se nourrir dans le 7e arrondissement de Paris, c'est sans doute moins facile que quand vous êtes en banlieue. Enfin, voilà. Et en fait, tout ça en mettant à disposition des frigos, des micro-ondes, tous ces petits détails-là ont eu une importance capitale
pour faire en sorte que le marché de la sécurité privée, de manière générale, adhère à cette ambition générale de sécurisation des jeux. Vous savez, si vous vous mettez à dos la filière, ça ne marche pas. Ouais. Et en plus, en France, on a quelque chose d'assez unique qui est le CNAPS, donc qui est l'autorité de contrôle de la sécurité privée, et ne peuvent exercer des fonctions d'agent de sécurité privée en France que les personnes titulaires de la carte professionnelle. Donc c'est une formation qui est assez longue, si je ne dis pas de bêtises, c'est 187 heures de formation, si bien que aujourd'hui, la filière n'était... Enfin, pardon, aujourd'hui. Avant les Jeux, la filière sécurité privée en France n'était pas en mesure de fournir le besoin, et la France a créé une carte pro événementielle. Et ça a été la meilleure idée du monde, parce qu'on a un certain nombre de populations, alors des retraités, des étudiants, des chômeurs, qui ont pu se former via ce biais à la carte professionnelle d'agent de sécurité privée événementielle, ce qui a permis de staffer le marché avec une disponibilité d'agents qui a été suffisante pour couvrir les besoins aujourd'hui. Et c'est bien parce qu'en termes d'héritage, il y a un certain nombre de sociétés de sécurité privée qui ont pu garder ces gens-là, qui ont été sortis de situations ou de précarité sans emploi, ou des étudiants qui se sont découverts des vocations, ou des retraités qui complémentent un peu leur activité à travers un peu de sécurité privée aujourd'hui. D'accord. Le fait que vous avez dit que vous avez travaillé dans une manière presque amicale, vous n'avez pas les contraintes budgétaires, donc je pense que ça se fait que les gens sécuritaires sont très confortables dans le travail qu'ils font. Donc je pense que ça s'est passé aussi dans l'esprit de jeu qui ont été très amicales. On n'a pas senti maintenant il faut passer l'agent sécuritaire. Donc je pense que c'est l'une des questions pour nous que vous avez moitié parlé, mais si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'esprit convivial. Oui, alors, effectivement, c'est aussi une politique qu'on a souhaitée à travers la sélection des agents qui allaient être en vis-à-vis des publics, puisque, je vous l'ai dit, chaque société avait des lots différents. Mais pour les sociétés qui étaient en relation avec le public, nous, on était constamment avec eux derrière, à soigner les attitudes, les postures, les manières d'être, la façon de parler aux gens. Alors ça, c'est une chose. Mais ça a un prix aussi, puisque faut quand même garder en tête que les prix de vente des prestations de sécurité privée pendant les Jeux ont été à plus 25% de ce qui se pratique sur le marché habituellement. Donc on a acheté plus cher des prestations pour avoir une meilleure qualité aussi. Et vous avez fait appel à des sociétés uniquement françaises, où il y avait des sociétés internationales, de différents pays? On a interdit le marché aux sociétés étrangères. D'accord, ok. C'est un choix politique. Okay. C'est pas un choix du comité d'organisation des Jeux Olympiques, parce que quelque part ça nous aurait arrangé de pouvoir casser les prix. Les Espagnols par exemple n'attendaient que ça, de pouvoir entrer sur le marché français. Mais c'est un choix politique qui a été assumé en ne faisant travailler que le marché français, et c'est sans doute très bien comme ça. Et donc si on en vient à l'Inde, que conseilleriez-vous à l'Inde? Quels seraient les grands principes essentiels de votre expérience Paris 2024, que ce soit en matière de conception, de leadership, de gestion de crise, de mise en place de la sécurité. Voilà. C'est à la fois complexe et potentiellement prétentieux, en tout cas dans la posture qu'est la mienne, de pouvoir conseiller l'Inde sur une échelle comme celle-là. Pour autant, si je peux modestement dissocier deux parties, il y a celle de la candidature et celle derrière de la construction opérationnelle en cas d'attribution. Pour ce qui est de la candidature, mon conseil serait de très bien border la partie sécuritaire. Parce qu'on est aujourd'hui dans une période où
la géopolitique internationale fait que les Jeux Olympiques sont une source d'exposition majeure en termes de portage de communication. Ce qui en fait une cible. Et à ce titre, le fait de le prévoir et de l'anticiper vous donnera un atout considérable. Ça, c'est une chose. Pour ça, l'anticiper, c'est travailler sous un principe d'ingénierie qui va s'inspirer en tout cas des modèles qui fonctionnent, mais avec un système d'intelligence qu'il va falloir très très bien border. Et puis derrière, sur ce qui est de la conduite opérationnelle, il va falloir s'inspirer des modèles qui fonctionnent, sans doute en faisant appel à des gens qui l'ont fait au préalable au sein de vos équipes. C'est ce qu'on a fait sur Paris 2024. On s'est inspiré des cabinets qui avaient conseillé les Jeux avant nous, et on a bien fait de le faire, parce que c'est toujours très difficile quand on est impliqué d'être influent. Si bien que il nous a été utile d'avoir des Londoniens qui nous ont conseillé sur Paris. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions Non, on a juste des questions verticales. Vertical. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Bon, je pourrais vous parler des Jeux pendant 6 mois. Je pense que j'ai une question off. Je ne sais pas, c'est on ou off, comme vous voulez. Mais l'un des événements qui s'est passé en termes de sécurité, qui était quelque chose que peut-être vous n'avez pas prévenu, et c'est une histoire qui est un petit peu dramatique, je ne sais pas, mais Oui. celle que vous racontez plus souvent. Ok, alors, vous filmez encore ? Je coupe? Non, je vais couper.